Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 7 avril, il est 10h01. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette revue de marché hebdomadaire. Donc pour les personnes qui viennent suivre cette revue de marché pour la toute première fois, vous avez ici sur la page d'accueil de mon site blog un avertissement sur les risques que vous devez absolument lire et que donc je vous laisse regarder pendant que je dis bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien l'écran? Alors, vous pouvez me répondre grâce au panneau de configuration que vous devez avoir quelque part de ce webinaire, là, de ce logiciel de webinaire, GoToWebinar, où vous avez une petite case qui vous permet de poser des questions. Et donc, ces questions, malheureusement, tout le monde ne peut pas les lire, mais je les lis absolument toutes à voix haute, sauf s'il y avait quelques insultes ou comme ça, ce qui n'est, pour ainsi dire, quasiment jamais arrivé. Alors, son et images, ok, donc espérons que ça continue, parce que vous n'êtes pas sans savoir que parfois l'Internet dysfonctionne un petit peu ces derniers temps. Oui, encore un petit peu de tout, merci pour la question, c'est une des conséquences du coronavirus. Et ce n'est pas inquiétant, c'est-à-dire que selon les médecins qui m'ont suivi, il est probable que j'ai développé une légère petite pneumonie. Il n'y a pas d'infection, tout va bien, je tousse de moins en moins, mais dès que je m'agite, que je cours un peu, que je me dépêche, que je fais quelque chose, je suis encore un peu essoufflé. Et encore un peu de tout, mais ça devrait cesser dans les jours qui viennent, et en tout cas, il n'y a pas de quoi s'en inquiéter. Donc je vous remercie encore beaucoup de prendre de mes nouvelles. Ma famille va bien. Pour le moment, je touche du bois. Il semblerait, on n'est pas encore totalement à l'abri avec le temps d'incubation, mais que femme et enfant n'aient pas développé de symptômes importants. Donc, ils l'ont probablement eu, mais c'est resté relativement asymptomatique. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, Nicolas, bonjour, bonjour Don Tony qui qui me salue et qui salue tous les copains. Hola Felipe, bonjour Charles, en pleine forme, tout à fait un léger chat dans la gorge, mais ça va passer. Bonjour Patrick de Pessac, donc nous sommes voisins. Bonjour Didier, Marc, Roberto, Yves, Bruno, Sandro, Michael, Jérôme, Thierry, etc., etc., Ali Rezea, Christian, Clément, vous êtes vraiment très nombreux aujourd'hui et en ce moment avec le confinement, bien évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux. Tu me fais énormément rire avec tes messages sur Twitter et j'apprends beaucoup. Ben, écoute Bruno, c'est chouette si j'arrive à te faire rire. C'est le but, hein, d'être sérieux tout en étant le plus drôle possible, parce que c'est pas parce qu'on fait du trading qu'on doit devenir d'un seul coup des gens sérieux qui n'ont plus de capacité à se marrer. Donc plus on se marre et plus nous sommes contents. Donc pour ceux qui viennent pour la première fois aussi, vous avez bien vu l'avertissement sur les risques. Bonjour Fatih, bonjour Eric depuis l'île Maurice. Je vous rappelle aussi que cette revue de marché n'a pas pour but de vous donner des conseils en investissement, ni des signaux, n'a pas pour but non plus de vous enseigner à utiliser l'Ishimoku ou les chandeliers japonais ou tout autre élément d'analyse technique, mais vous montrer comment est-ce que moi-même j'utilise ces ensembles d'outils techniques pour pouvoir faire mes propres analyses. Si vous voulez apprendre, vous avez le forum qui est de plus en plus actif en ce moment. Vous avez ma chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur vidéo ici en haut. Vous avez accessoirement le blog. Alors le blog, c'est important de le lire en ce moment parce que en toute humilité, depuis le 26 mars et que l'on a commencé cette série sur les tracés de Fibonacci sur les indices, j'en ai pas raté une. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai prévu, tout ce que j'ai analysé techniquement, c'est parfaitement déroulé au point près. Et comme je disais tout à l'heure sur Twitter, c'est pas une question de magie, c'est pas une question de talent, c'est pas une question de rien du tout, c'est une question d'analyse technique simplissime, basique, accessible à tout le monde et ô combien efficace, comme vous pourrez le mesurer si vous lisez les 5 derniers articles du blog. Et d'ailleurs, nous allons en parler de suite en allant regarder les graphiques. Alors, comment est-ce que l'on va procéder aujourd'hui? Avant de vous indiquer comment est-ce que je vais procéder aujourd'hui, donc je vous ai envoyé un email hier via la newsletter. Vous m'avez répondu massivement votre accord et vous m'avez dit que c'était une bonne idée. Vous avez pu remarquer que nous avons assisté à un krach boursier et donc il était difficile ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, on va dire ces derniers mois avant le krach boursier, de se placer à l'achat sur le marché des actions. C'est-à-dire que quand vous allez chez votre banquier, par exemple,
ou je ne sais quel conseiller financier qui vous dit, voilà, la bourse a pris 15% en tant d'années, c'est le moment, ma chère madame et mon cher monsieur, d'investir en actions parce que ça monte. En réalité, c'est le moment où il ne faut surtout pas acheter, c'est-à-dire que c'est tellement haut, tellement tendu que ça risque de craquer. Mais une fois que ça craque, c'est trop tard, on n'a plus que nos yeux pour pleurer si on a acheté tout en haut, hein. Donc une fois que ça craque, c'est le moment d'éventuellement se replacer à l'achat pour pouvoir acheter bas et profiter de la probable remontée des indices sur plusieurs années qui va se dérouler une fois qu'on sera sorti de cette crise. Ce n'est qu'une probabilité. Certains disent qu'on ne se remettra jamais, mais enfin, ça a toujours fonctionné comme ça jusqu'à présent. Je ne sais pas si le monde va totalement changer, si ça ne fonctionnera pas comme ça dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent, mais jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc forcément, ça crée un engouement. Tout le monde, dont moi-même, veut ouvrir un PEA. Je n'ai pas réussi à ouvrir un PEA d'ailleurs parce que tout est fermé, tout est bloqué. Il y a tellement de demandes que c'est presque inaccessible. Mais enfin, ceci dit, sur mon compte titre, ça me va aussi très très bien de pouvoir acheter des actions, hein, même si je dois payer 17 ou 12% d'impôts de plus que sur un PEA. C'est pour un placement sur du très long terme. Donc tout ce que je raconte sur les actions, en ce qui me concerne moi, ce n'est que dans un horizon de placement sur 4, 5, 6, 7 ans, quoi, et non pas sur quelques mois, voire quelques jours, et encore moins pour faire du day trading. Pour cela, nous avons les devises, les indices, comme nous avons l'habitude de le pratiquer. Donc cela crée un engouement chez les particuliers qui veulent éventuellement se mettre à acheter des actions pour profiter de l'éventuel aubaine. Attention, parce qu'il n'est pas dit que nous ayons d'autres jambes de baisse dans les jours et les semaines et les mois qui viennent. Et donc, j'ai de fortes demandes à ce niveau-là. Et il devient difficile d'animer cette revue de marché, de la rendre le plus concise possible en analysant les indices, en analysant le marché du Forex et les actions sans que ça devienne trop imprécis. Donc, j'ai décidé à partir de la semaine prochaine de scinder la revue de marché en deux. À 10 heures, traditionnellement, j'analyserai les indices futurs, que ce soit CAC 40, DAX, etc., comme on a l'habitude de le faire, le marché des devises, puis je terminerai cette revue de marché et une demi-heure à peu près, vers 11h30, j'ouvrirai une deuxième séance, une deuxième revue de marché, uniquement pour parler des actions. Mais attention, je veux bien, si vous me le demandez, regarder des actions pour l'intraday, mais je ne le conseille pas et je ne pratique pas l'intraday sur les actions. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore scindé, donc je vous propose de faire un tour très rapide sur les indices, mais alors vraiment très rapidement, de passer un certain temps sur le marché des devises, et puis à la fin, nous ferons un tour d'horizon le plus rapide possible sur les actions. Et c'est ce que j'aimerais que ça change, c'est ça que j'aimerais qu'il change à partir de la semaine prochaine, c'est que ce ne soit pas trop rapide, parce que là, je suis obligé d'aller vite pour que ça ne lasse pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout au marché des devises, des gens qui ne s'intéressent pas du tout au marché des actions, et donc si je passe une demi-heure sur USD Yen, ils vont pas être satisfaits. Voilà comment je vais procéder à partir de la semaine prochaine. En sachant que l'analyse technique est la même, quel que soit l'actif que l'on, le procédé d'analyse technique est le même, quel que soit l'actif que l'on veut trader. Je finirai cette introduction pour répondre à une question qui m'est massivement posée sur le forum, sur Twitter et surtout en privé, hein, via des mails privés ou des messages privés. Mais comment ça se fait que vous achetez bas des actions actuellement et que vous avez l'intention de moyenner à la baisse alors qu'on dit toujours qu'il ne faut pas moyenner à la baisse? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais par exemple aller sur LVMH, comme ça on aura réglé ce problème et on n'aura plus besoin d'en parler et on pourra passer à la suite. Aller sur LVMH. Alors là, je suis sur un compte de démonstration parce que mon compte de non-démonstration, il buguait ce matin. J'arrivais pas à afficher les volumes. D'ailleurs, ma liste a complètement bougé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. Donc, je ne sais pas si j'ai mis les dividendes ou si j'ai pas mis les dividendes. Bon, peu importe. Donc là, nous sommes sur le titre LVMH en daily. Est-ce que nous sommes bien sur le titre LVMH? Oui, sur le titre LVMH en daily. J'ai acheté quelque part par là, je ne me rappelle plus exactement, j'ai acheté quelque part par là, je vous l'ai montré, je vous l'ai dit, je vous l'ai indiqué sur le forum. Et donc, comme je l'ai dit, il n'est pas du tout impossible que nous assistions à une nouvelle baisse, une continuation du krach boursier, parce qu'un krach, ça se fait généralement en plusieurs étapes, mais celui-ci est très différent de ceux que nous avons vécus au cours de l'histoire de la bourse. Il est lié à des raisons totalement différentes des raisons habituelles.
Donc, nous pouvons imaginer que la réaction du marché soit aussi différente de celle des années précédentes, mais nous ne sommes pas à l'abri, par exemple, d'avoir ici une première baisse, un retracement approximativement de 50% ici, puis une nouvelle baisse, etc. Et donc, j'indiquais que j'ai acheté tout doux quelque part par là, et qu'ici ça devait baisser plus bas, je continuerai à faire des achats plus bas. Ce qu'il ne faut évidemment jamais faire lorsque l'on fait du trading intraday, day trading, avec effet de levier sur, par exemple, CFD, futurs, devises. En tout cas, moi, je le déconseille fortement. Sauf que là, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas du trading de court terme. Même lorsque l'on parle de swing trading habituellement, c'est sur un horizon d'une semaine, 2 semaines grand maximum, et non pas sur 5 ou 7 ans. Donc, si vous achetez 10 titres, admettons, c'est très peu, 10 titres. Alors après, évidemment, on ne fait pas de l'investissement avec 150 euros, mais si vous achetez 10 titres de LVMH ici, puis que ça descend ensuite à 270, ce qui est énorme, mais finalement, vous ne 50 ou 180 euros, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas comme si vous achetez de l'euro USD avec un effet de levier important, que vous risquez maximum 1% de votre capital. Vous mettez votre stop, ça tape 1%, c'est beaucoup plus que ce que vous pourriez éventuellement perdre en ayant acheté depuis quelques jours pour commencer à vous placer dans l'hypothèse où ça remonterait. Donc, la manière d'envisager le trading ou l'investissement sur le long terme, sur un PEA par exemple, en achetant trading de devises intraday n'a strictement rien à voir. Il ne faut pas comparer. Donc là, il ne s'agit pas d'acheter des CFD actions, mais bien des actions sans effet de levier. Donc, vous achetez ici et maintenant. Si ça baisse, on achètera un peu plus bas. Puis si ça monte, on achètera les retracements. L'idée est de se placer dans un horizon de temps long de 5, 6, 7 ans par exemple. Voilà, ça c'est dit. On ne va pas en faire un débat maintenant parce que sinon déjà la revue de marché elle a déjà pris 10 minutes et on n'a rien à... Nous pouvons continuer à en débattre et à en discuter avec grand plaisir sur le forum. On peut ouvrir une file pour discuter de cette stratégie d'investissement différente de la stratégie d'investissement ou de trading habituelle. Sur les indices, de façon à avancer plus vite, je vous invite à aller regarder sur le blog. Vous verrez ici dans chacun des articles que j'ai écrits ces derniers 5 jours, ou ces derniers jours, ces 5 derniers articles, j'ai mis des liens. Le 26, une série en traçant tout simplement les Fibonacci Daily. Alors là, je suis sur quoi? Je suis toujours sur LVMH. Donc, je vais passer sur le mini SP500 futur. Vous voyez, ça, c'est le tracé que j'ai fait le 26 mai. Je suis parti du plus haut ici. Alors, ça continue à bugger. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, je suis parti du plus haut ici. Je suis allé jusqu'au plus bas ici. Quand on m'a un peu grondé sur Twitter quand j'ai dit que selon moi, l'analyse technique devait être extrêmement simple et qu'il n'était pas pour faire de l'analyse technique, ce qui ne veut pas dire que le trading soit facile. Je parle bien de l'analyse technique. Vous allez quand même pas me dire qu'il faut avoir des études supérieures pour pouvoir prendre un point haut ici, tracer une ligne jusqu'au point le plus bas et laisser faire automatiquement le logiciel qui sont ici. On est bien d'accord sur le fait que ce n'est pas difficile. Il faut l'apprendre, certes, mais une fois qu'on l'a appris, un enfant de 7 ans peut en faire de même. Hein. Il prend le point le plus haut, le point le plus bas, il trace une ligne et hop, 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 on a tout qui s'affiche. Bon, c'est pas très compliqué et pourtant, c'est simplissime et ça marche. Et plus c'est simple, plus ça marche. L'Ishimoku, c'est pareil. L'Ishimoku, ça paraît compliqué comme ça, mais une fois qu'on s'est bien formé à l'Ishimoku, qu'on a bien compris, ça prend quelques mois, mais ça ne prend pas quelques années. Et il ne faut pas raconter des bêtises. Et le chartisme, c'est exactement la même chose. Pour pouvoir tracer une droite chartiste, comme je le fais ici, et puis une autre ici, et puis voir ici que nous avons un biseau d'élargissement, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, ce n'est pas vrai. Alors après, il y a peut-être des personnes qui ont intérêt à faire croire que l'analyse technique c'est compliqué. Ça c'est autre chose, mais en tout cas, je ne le crois pas. Après, j'insiste sur le fait que l'analyse technique et le trading, ce sont deux choses différentes, et c'est peut-être pas pour rien qu'il y a des gens qui ne sont que des analystes, et il y a des gens qui passent de l'analyse au trading. Voilà, ça c'est fait et c'est dit aussi. Donc, lorsque j'ai tracé le 26 mars dernier ces niveaux de Fibonacci, à l'époque, la Kijun-sen se trouvait ici, elle représente toujours 50% de retracement de Fibonacci. Cela veut dire que, par exemple, là maintenant, si vous prenez les plus hauts qui sont ici, vous tracez vos Fibonacci, très probablement que le niveau de Kijun qui se trouve ici représente 50% de ce mouvement de baisse. Parce qu'en général, on prend le dernier mouvement de baisse ou de hausse. Ici, j'ai pris la totalité du mouvement de baisse. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre ces deux Kijun-sen. Mais ça aussi, c'est pas compliqué. Il suffit de l'apprendre, de l'avoir compris une seule fois. Et il n'y a pas besoin d'études universitaires pour comprendre cela.
Donc, pour ne pas y passer trop longtemps, vous regarderez les billets du blog et vous verrez comment est-ce que l'utilisation de ces tracés de Fibonacci donne des opportunités extraordinaires pour savoir où on en est, qu'est-ce qui se passe sur le marché des indices, pourquoi ça monte et pourquoi ça descend, et sur quel niveau ça monte et ça descend. Si vous ouvrez les yeux, là aussi vous verrez que c'est pas très compliqué, il suffit d'ouvrir les yeux. Vous verrez qu'une fois que vous avez tracé votre point haut, vous reliez votre point haut à votre point bas, vous avez tous les niveaux de retracement de Fibonacci. Et en ouvrant les yeux, vous verrez que, regardez, les prix, ici, naviguaient entre le niveau de 23,6% de retracement et le niveau de 38%. Et donc, il n'y a pas besoin, là non plus, de sortir d'une grande école de finance pour comprendre qu'il est probable que si les prix, c'est une question de choses à savoir basiques en trading, pour comprendre que si après cette période de dérive latérale entre ces deux niveaux de Fibonacci, si les prix viennent à casser le niveau de 38,2, il devient évidemment très probable que les prix aillent chercher le niveau suivant. C'est du basique, archi basique, et ça fonctionne toujours pareil depuis très longtemps, depuis qu'on a inventé les retracements de Fibonacci avec un ordinateur. Donc cela nous permet d'avoir des repères de moyen terme, et si nous voulons avoir des repères de court terme, il suffit par exemple de basculer sur un graphique H1, et ce que l'on vient de remarquer se repère aussi avec l'Ishimoku. Vous voyez ici l'Ishimoku qui était à l'horizontale et qui maintenant le nuage reprend un sens tendanciel, reprend un mouvement tendanciel parce que les prix ont cassé la borne haute de cette dérive latérale. On voit bien que ce que j'expliquais sur le graphique daily se matérialise parfaitement bien ici avec un nuage à l'horizontale, avec les prix qui passent le nuage dans un sens et dans l'autre, ce qui est un classique de l'Ishimoku. Il suffit de l'apprendre aussi une fois pour le savoir, ce n'est pas compliqué. Et nous avons ici la fameuse cassure qui est intervenue très tardivement, malheureusement, pour qu'on puisse intervenir. C'est dommage, parce que moi, je n'arrête pas de dire que je voulais entrer ici. Évidemment, à 21h, je n'étais plus devant les écrans. Et lorsque nous avons eu le pullback ici sur la borne haute de cette dérive latérale, soit le niveau de 38,2%, il était 6 heures du matin, je n'étais pas encore levé. Donc maintenant, nous sommes condamnés à voir les prix partir sans nous jusqu'au niveau de 50%, ou attendre de nouveau un pullback, par exemple sur la Kijun-sen ici, pour aller chercher ce fameux niveau de 50%. De la même manière qu'il était possible en attendant la cassure, de trader à chaque fois que les prix, regardez ici, doji, doji, avalement, à chaque fois que les prix ont rebondi avec des signaux de chandelier japonais, de retournement, qui plus est, certains accompagnés de jolis volumes, juste après, regardez, juste après l'avalement ici, c'est même juste après l'avalement, nous avons de jolis volumes en bas, ce qui veut dire ce que ça veut dire, hein. Si vous avez suivi mes formations, vous comprendrez ce que veut dire ces volumes sur les bornes basses des ranges, et puis on va chercher la borne haute du range. Donc c'était pas très compliqué. Et ce que j'ai expliqué aussi, et ça aussi, ça m'a valu par le passé quelques colibés, mais ça n'a que peu d'importance. En général, je dis bien en général et pas systématiquement, parce que s'il se passe un événement qui est très européen, bien évidemment, pendant quelques jours, cela ne va pas être vrai. Mais en règle générale, tous les indices suivent leur maître, c'est-à-dire le SP500. Donc, hier, j'indiquais en live, hein, vous verrez sur le billet, sur le DAX, j'avais tracé ici une droite qui représentait la borne haute de cette dérive latérale. J'avais dit, attention, j'avais dit à plusieurs personnes, nous avons bien ici l'Ishimoku qui nous montre, c'était quelque chose comme ça, qui nous montre cette dérive latérale, mais si le SP500 dérive entre son niveau de 23,6 et de 38,2, le DAX fera exactement la même chose. Donc, malgré la résistance qu'il y avait ici hier, ceci dit, je suis rentré, j'ai pris peur, je suis sorti, hein, j'ai pris que quelques points, c'est toujours ça de prix. J'ai cédé à mon biais psychologique, c'est là où le trading devient difficile, parce que si je n'avais pas cédé à mon biais psychologique, que je n'avais pas été trader mais canaliste, j'aurais insisté sur le fait qu'à partir du moment où le SP500 cassait ici ses plus hauts et qu'il allait chercher le niveau de 38,2, le DAX ferait exactement la même chose. Et vous voyez bien que le DAX a fait exactement la même chose, et maintenant, comme le SP500, il part à la conquête de son niveau de 50%, on attend des retracements pour rentrer. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, on ne va pas y passer la matinée parce que ce serait trop long, et je l'ai déjà expliqué en long, en large et en travers sur le blog. Et donc le CAC 40, eh bien, le CAC 40, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose, sauf qu'il est toujours en retard, le CAC 40.
Donc il a un petit peu cassé son niveau de 23,6. Vous voyez ici, les gens voyaient des signaux baissiers. Mais lorsque le CAC 40 ou le DAX casse des supports et qu'au même moment le SP500 lui repart dans le sens inverse, eh ben il n'y a que faire de la cassure des supports. Finalement, le CAC 40 se plie devant son maître SP500 et il provoque ici un gap et il va chercher lui-même avec toujours un peu de retard, c'est normal sur le CAC, son niveau de 38,2 et ainsi de suite sur tous les indices. Ça, c'est pour les indices. Je regarde si vous avez des questions. Et ensuite, on passe au marché des devises. Hola, Evelyn, estoy muy bien, muchas gracias. Alors, Don Tony, pourtant, pour le moyen-âge à la baisse, nous l'avons expliqué sur le forum. Oui, tout à fait, c'est tout à fait, c'est ce qu'on disait en introduction. Don Tony, oui, absolument. J'ai annoncé ce qui allait se passer hier sur Twitter concernant les indices, non pas parce que j'ai du talent ou parce que je pratique de la magie, mais juste parce que j'ai confiance dans les outils basiques et simplissimes de l'analyse technique. Don Tony me dit qu'il était présent au moment où je l'ai annoncé. Je vois 76,4 sur ton graphique, je croyais que c'était 78,6, alors peut-être, j'en sais rien, aucune idée. Le logiciel, il me trace 76,4, donc c'est 76,4. 23,6, 38,2, 50. Alors peut-être que certains, j'ai un trou de mémoire là, franchement, je connais pas les niveaux de Fibonacci par cœur, mais il me semble bien que c'est 76,4. Mais enfin bon, probablement qu'on puisse, je sais pas, franchement, je ne peux pas répondre à cette question. Alors, Evelyne, déjà couché, pas encore levé. Tu n'es pas pour le travail de nuit, toi? Ben non, hein, c'est sûr qu'à 21h, je ne suis pas couché, mais en tout cas, je suis pas devant les graphiques. Et à 6h du matin, c'est vrai que je dors. J'ai cette chance de pouvoir dormir à 6h du matin, même en dehors du confinement. À combien est 50% de Fibo du CAC, me demande Clément. Eh bien, alors, Clément, alors, comme je disais tout à l'heure, je n'enseigne pas l'analyse technique sur ces revues de marché. Ceci dit, regarde, tu prends le CAC, tu prends le point le plus haut, tu le relis avec ton outil Fibonacci au point le plus bas, et regarde, pim poum, la Kijun Sen qui est ici, à 4860, on va dire, je suis sur le futur, hein, pas le CFD, pardon, et le niveau 50% du CAC. Maintenant, attention, Kijun Sen représente toujours 50% de retracement Fibonacci. Donc actuellement ici nous avons la Kijun Sen qui est ici. Ce plat Kijun Sen ici et plat SSB représente 50% de cette jambe de baisse. Maintenant, si on prend le dernier mouvement de baisse, voilà, paf, on voit que le niveau de 50% passe pile poil sur la Kijun Sen. Voilà, c'est des petites choses simplissimes à savoir, mais une fois qu'on l'a appris une fois, on le sait pour toujours. Donc passons au marché des devises. Nous avons hier Anthony qui en live sur Twitter nous a donné une alerte, nous a alerté d'une superbe opportunité de trading. Purée, je suis encore mécontent, j'ai pas réussi à rentrer dedans parce que vous savez que contrairement au trading des actions, ce qui est dans l'investissement sur actions, lorsque je trade les devises, j'applique un money management strict, en tout cas j'essaye. Donc ça veut dire que si j'entre quelque part, je place mon stop par rapport à un niveau d'analyse technique et une fois que j'ai placé ce stop par rapport au niveau d'analyse technique, j'adapte le levier de façon à faire en sorte que je ne perde jamais plus d'1% de mon capital. Je dis 1%, ça peut être 1,5%, chacun décide de son money management 2%, mais on va dire 1%. Donc, pour ce faire, nous avons plusieurs outils sur ProRealTime que j'ai déjà montré, mais qui ne sont pas extrêmement rapides. Donc, si on fait paf ici entrer sur le marché, à moins d'être super bon en mathématiques, et moi je ne suis pas bon en mathématiques, et faire le calcul, là je suis à 10 $ du point, ça fait combien si jamais je mets mon stop ici, poum poum, ça va trop vite pour moi, je ne suis pas capable de le faire. Il y a des gens qui sont bons en calcul mental qui doivent pouvoir le faire, et comme je ne suis pas capable de le faire, j'utilise des outils qui me permettent de dire voilà où est mon stop, donc, et d'adapter la taille de l'eau de façon à ne pas perdre plus d'1%. Le temps que je fasse ça, les prix étaient déjà partis à toute vitesse et je n'ai pas pu rentrer. Hier, Anthony, en intraday, nous a fait une alerte sur Twitter en disant Patrick, regarde vite, vite le range M15 sur euro-USD, il y a un doji en formation. Et là, étant donné que ce support est aussi ou était aussi
la borne basse du range H4, je me suis dit, il y a forcément à y avoir une réaction avec ce doji. Il faut vite que j'entre ici. J'ai essayé de rentrer lorsque les prix étaient un petit peu, et pour pouvoir viser au moins la Kijun-sen M15, avec le stop sous le doji, j'avais un ratio de 2 pour 1 magnifique. On pouvait faire une magnifique opération en 2 temps 3 mouvements, et c'est monté tellement vite que je n'ai pas réussi à le faire. Après, je me suis dit, bon, on va chercher la Kijun H1, mais le temps que je regarde où était la Kijun H1 que l'on a aussi atteinte, hein, si on regarde le H1, donc vous voyez, ça aussi c'est de l'analyse technique de base qui fonctionne très bien. La Kijun H1, je sais pas, elle était quelque part par là, bon, voilà, je sais pas où, là, on va dire. Et là, le mouvement a été tellement violent que je n'ai pas pu rentrer dedans. Bon, ben, c'est dommage. Cela étant dit, regardez comme le tracé des Fibonacci sur l'euro USD Daily fonctionne aussi très très bien. 38,2, c'est pas moi qui l'invente, hein, vous voyez bien la réaction des prix, 50%, 0%. Ici, on travaille les 23,6, regardez. On a cassé les 23,6, on se replie, donc là, on est suracheté, c'est beaucoup trop tard pour acheter maintenant. Mais enfin, il y avait vraiment une très belle opportunité intraday sur l'euro USD qui nous a été offerte hier par, et je crois que Triad, Landry, a su en profiter tout de suite, lui, le vilain. Alors, regardons l'euro USD. L'euro USD en daily, vous connaissez l'Ishimoku par cœur, enfin en tout cas, moi, je le connais. Et donc, lorsque nous avons un nuage totalement à l'horizontale ici, nous savons qu'il n'y a pas de tendance. Nous avons ici une SSB alignée à une Kijun-sen. Il est extrêmement facile de dessiner un rectangle comme ceci. Et bien que nous n'ayons pas eu encore un deuxième point en bas et un deuxième point en haut, on peut tout à fait s'autoriser à imaginer qu'il est probable que les prix vont dériver entre ces deux niveaux avec le niveau de la zone d'équilibre ici, hein, ça il faut connaître les Shimoku pour comprendre de quoi je parle, qui fait arbitre entre la borne haute et la borne basse, comme nous pouvons le voir ici. Donc là, nous assistons à quelque chose finalement de très classique. Selon moi, il est probable d'un point de vue purement technique qu'étant parti du haut, on est allé en bas, étant parti du bas, on puisse aller en haut. Mais lorsque la zone d'équilibre, on ne réussit pas à franchir la zone d'équilibre, ce qui est le cas ici suite à cette tentative. Nous avons ce chandelier très baissier qui renvoie les prix. Il faut se méfier. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours d'affilée de baisse. Il est donc normal d'assister à un retracement. Il est possible que les prix retracent de nouveau sur cette zone, par exemple des indices, pour finalement revenir chercher le bas du range. Il serait difficile de dire le contraire. Ce n'est qu'un retracement de ce mouvement baissier. J'ai donc plutôt tendance à penser que nous finirons par atteindre la borne basse de ce range. Pour que cela soit contredit, il faudrait que ce niveau ici, qui est matérialisé aussi, regardez, par des niveaux, je l'ai tracé juste au-dessus pour que vous voyez bien, par des niveaux de l'Ishimoku, le nuage, la Kijun-sen, la Kijun-sen, la SSB, tout ce joli monde aligné, il faudrait que ce niveau casse. Donc si on passe au-dessus des 1,1190, on va dire des 1,12, à ce moment-là, il deviendra très probable de pouvoir aller rechercher les 1,14 et des poussières, c'est-à-dire la borne haute de cette dérive latérale. Nous pouvons donc tracer nos lignes et nous préparer à cela. En attendant, ici et maintenant, pour du swing trading, ce que je ne recommande pas d'ailleurs actuellement, ce qui est tout à fait différent des actions, on peut tracer aussi cette ligne de tendance. On peut tracer des lignes de tendance comme ça, vous voyez, qui vont très bien avec l'Ishimoku. Donc si on passe au-dessus de ce triangle, on se méfie des zones d'équilibre ici de l'Ishimoku. On peut trader à l'intérieur de cet espace où il y aura probablement du range. Et si on ressort de cette ligne, la probabilité pour qu'on aille chercher ici le bas du rectangle est très importante. Donc vous voyez, pour tracer des lignes, encore une fois, il n'est pas nécessaire de sortir de Saint-Cyr. Donc maintenant, si l'on bascule en H4, alors après, il ne suffit pas de dire ça, il faut vérifier que ça fonctionne bien. Donc le but du jeu est de regarder que ça fonctionne bien. Donc regardez comme cela fonctionne bien, on voit bien les prix réagir sur ces différentes lignes. Et l'Ishimoku ici nous donne une information supplémentaire, c'est-à-dire que grâce à l'observation visuelle du nuage ici, nous savons que nous avons une boîte à l'intérieur de la boîte, les fameuses poupées russes. Donc, nous pouvons en déduire plusieurs choses. Ayant tapé le haut ici, on se dirige très probablement vers le bas, comme je le disais, mais pour le moment, on retrace, et on retrace où, comme par hasard, sur la Kijun-sen. Autrement dit, 50% de retracement de Fibonacci de ce dernier mouvement de baisse. Donc, à partir d'ici, je ne dis pas qu'il faille entrer en position, mais si on vient à casser cet oblique,
la probabilité pour qu'on revienne chercher ici le bas du rectangle est très importante. Et donc, nous pourrions avoir ici, si le timing est bon et que nous ne sommes pas survendus, une opportunité de vente pour venir chercher la borne basse de ce rectangle. A contrario, si l'on casse l'horizontale qui est au-dessus du triangle, on se méfie. Donc là, il y a un petit intraday éventuellement à faire. Il faut faire attention parce que juste au-dessus, nous avons des lignes de l'Ishimoku. D'ailleurs, la Chikou-span sera bloquée par la ligne de tendance, puis les prix et la Chikou-span par ce niveau. Et au-dessus des 1,1060, nous aurons la possibilité peut-être d'aller chercher les 1,1144, ce qui n'est quand même pas mal. Ça fait quand même 80 points. Au-dessus des 1,1150, nous avons les 1,12, chiffre rond, hein, on va dire. Et au-dessus des 1,12, nous avons des niveaux intermédiaires ici de l'Ishimoku, mais on a les 1,14 et des poussières en ligne de mire. Vous voyez, c'est encore une fois pas très compliqué. Après, ce qui est compliqué, c'est d'obtenir le timing d'entrée en position, mais pour cela, nous avons les chandeliers japonais tels que nous avons l'habitude de les pratiquer. Si je bascule sur un graphique H1, il est possible, donc là, j'ai pas vraiment d'informations, parce que le nuage a twisté ici. Est-ce qu'on peut commencer à trader, à tracer un range? Ça me paraît un peu prématuré. Donc, pour le moment, là, en H1, j'attends que ça casse ici. Vous voyez, que ça casse pour revenir chercher par le bas. Éventuellement, on peut tracer des lignes intermédiaires, mais enfin, on aura plutôt intérêt à utiliser les repères du H4. Maintenant, si on veut faire du trading d'encore plus court terme, comme nous l'a démontré et montré hier en live sur Twitter Anthony, pour aller prendre des points rapidement, mais attention, prendre des points rapidement demande une belle connaissance des chandeliers japonais. On peut essayer de tracer des niveaux et voir que ce n'est pas un hasard si les prix s'arrêtent ici. Hein. On voit bien qu'on a un niveau de résistance. Ce n'est pas un hasard si les prix ne franchissent pas pour le moment ce niveau. On est totalement suracheté. Moi, je ne serais pas étonné de voir les prix redescendre ici sur la Kijun-sen, mais je ne trouve pas qu'il y ait matière à trader dans ces zones pour le moment sur l'euro USD. Il faut attendre un petit peu que l'on rentre dans les niveaux que j'ai montrés sur les unités de temps plus importantes. Maintenant, basculons par exemple sur une autre paire majeure. Alors, elles se sont toutes mélangées, mes paires, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, mes listes, elles ne bougent pas. J'ai beau enregistrer quand je reviens, tout a bougé. Alors, USD Yen, en général, hein, vous le savez, lorsqu'il y a des mouvements violentissimes sur les marchés, après les marchés rentrent dans ce qu'on appelle une période de consolidation, c'est-à-dire de range. Donc, il n'est pas étonnant que ce que l'on observe sur une paire du Forex, on puisse le retrouver sur une autre. Donc, USD Yen, nous sommes sur des zones similaires. Alors, attention à cette mèche, hein, c'est la raison pour laquelle la SSB ici n'est probablement pas à 50% du haut du rectangle. Voyons, on en avait discuté, il y a, je crois, D'Antoni qui avait hésité à ne pas prendre ici, des personnes qui ont pris. Bon, moi, j'attends toujours que les prix passent chercher, reviennent chercher la borne haute du rang, fassent un soulèvement, autrement dit une mèche haute, et clôture à l'intérieur pour pouvoir shorter dans les ranges. Bon, là, ça ne s'est pas produit. Donc, ce que l'on voit sur l'euro USD, c'est normal que nous le voyons de façon pratiquement inverse sur l'USD Yen. Les prix sont partis du haut, même s'ils n'ont pas atteint la borne haute. Hein, cela arrive, c'est pour ça qu'il faut respecter des règles, parce que la récurrence n'est pas systématique, mais si on n'applique pas des règles récurrentes, on n'arrive pas à s'en sortir, parce qu'une fois on dit « Merde, je n'ai pas shorté ici les chandeliers japonais alors que je pensais bien que ça allait baisser », parce que Patrick ou je ne sais qui m'a dit qu'il était important de respecter la récurrence qui consiste à attendre que les prix aillent chercher la borne haute, fassent un soulèvement et reclôture à l'intérieur. Mais si j'avais su, je me serais écouté et j'aurais gagné tant de points. Donc la prochaine fois, vous allez le faire et la prochaine fois, pim, la récurrence en question va faire que vous allez perdre le trade. Donc à un moment donné, vous allez être perdu. Et c'est une des raisons pour lesquelles on perd beaucoup en trading. Donc il ne faut pas avoir de regrets. On applique toujours la même règle. Ça se produit, tant mieux. Ça se produit pas, pas de regrets. C'est comme ça. Ça fait partie du trading. Donc si l'euro USD retrace pour éventuellement redescendre, ici c'est normal que, ou l'inverse, hein, que l'USD Yen a atteint ici sa zone d'équilibre, il n'a pas franchi sa zone d'équilibre, donc attention, il n'est pas impossible qu'il finisse par revenir tester cette borne haute de range. Et ce n'est que s'il casse la zone d'équilibre que nous pourrons envisager d'aller chercher le bas. Donc à partir de cette information, vous tracez vos repères. Vous tracez vos repères, soit vous tradez que le range, soit vous tradez à l'intérieur du range. On l'a déjà expliqué des dizaines de fois. Nous avons une résistance ici, nous avons des niveaux ici.
nous avons des niveaux ici, nous avons des niveaux ici, nous avons des niveaux ici. À partir du moment où vous avez tracé tous vos niveaux, vous pouvez aussi tracer des niveaux obliques, hein, ça mange pas de pain. Vous basculez par exemple sur le 15 minutes. Sur le 15 minutes, vous observez ici que les prix sont dans une dérive latérale qui a été franchie ici. On casse la dérive latérale, on revient chercher. Alors, j'ai pas tracé de niveau. Ils sont loin les niveaux parce que je les ai tracés en daily. Alors on va basculer en H4. Mais là, en fait, je m'aperçois que je suis en train de faire un cours Ishimoku. Donc ce n'est pas le but de ces revues de marché, avais-je dit au début. Donc c'est à vous de savoir comment fonctionne l'Ishimoku pour tracer vos différents niveaux. Vous voyez, en H4, vous avez d'autres niveaux, vous les tracez. Bon, allez, je suis gentil. Je ne peux pas m'en empêcher. Vous tracez vos niveaux, vous basculez maintenant sur le 15 minutes, par exemple. Vous voyez, vos niveaux, vous les retrouvez. Vous en avez ici, vous en avez ici. Et vous pouvez trader entre ces niveaux à condition d'avoir le timing et que ça se produise bien avec les chandeliers japonais et toujours dans le sens de la tendance, bien évidemment. Alors, observons AUD-USD. Pour le moment, je ne trouve pas de plan de trading concret. Alors ici, partons du M15 pour changer un petit peu. Nous étions partis du daily jusqu'à présent. Donc ici, nous sommes sur le... Il est déjà 10h37, donc je vais finir avec cette paire, hein, puisque la prochaine fois, à partir de la semaine prochaine, comme je vous le disais, comme l'émission va être... Enfin, l'émission, j'aime pas dire ça, le webinaire, la revue de marché va être scindée en deux, je pourrais passer beaucoup plus de temps. C'est 10h37, si je veux parler un petit peu des actions, il faut que j'aille. Alors, AUD-USD. AUD-USD, nous sommes dans un mouvement tendanciel indiqué par le nuage. Le nuage de l'Ishimoku est orienté, donc nous savons que nous avons une tendance. Lorsque dans cette tendance, les prix reviennent chercher la Kijun-sen, ça réagit bien pour le moment. Ici, c'est suracheté. Hein, l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen nous indique un niveau de surachat. La probabilité pour qu'on revienne chercher ici la Kijun-sen est importante. Et la question que nous pourrions éventuellement nous poser, c'est si jamais les prix reviennent chercher la Kijun-sen ici, est-ce que je peux continuer à trader dans le sens de la tendance? Donc pour ce faire, je bascule sur l'unité de temps immédiatement supérieure, puisque là je suis dans du day trading. Et je m'aperçois que c'est compliqué parce que comme vous le savez très bien, et comme je l'enseigne dans la formation Ishimoku, une tendance s'arrête très souvent là où commence la borne d'une dérive latérale, d'un range. Exemple, je prends mon outil, c'est ça? Il a disparu, je sais pas où je l'ai mis. Est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est ça. Mon outil tracé de tendance, et vous pouvez constater que dans un range, il y a toujours une tendance. Donc à partir du moment où on s'approche de la borne haute de cette probable dérive latérale, il n'est plus du tout pertinent de venir s'appuyer sur la Kijun-sen du 15 minutes pour entrer en position et suivre la tendance, puisque la tendance va probablement s'arrêter là où va commencer la dérive latérale. Donc là, tout de suite, maintenant, on pourrait éventuellement envisager une vente si jamais les prix viennent chercher la borne haute de la dérive latérale du range et de la tendance qui est ici. Un peu comme avec cette couverture en nuage noir ici. Si nous avons un soulèvement avec une clôture à l'intérieur, c'est mieux. Et à ce moment-là, on n'est pas obligé d'aller chercher beaucoup de points. Hein. À partir du moment où on a un ratio d'1 pour 2 minimum et qu'on a ajusté les tailles de l'eau pour ne pas perdre plus 1% de notre capital, on voit si en allant chercher par exemple la Kijun, je sais pas quoi, moi, ben là on est sur quoi, H1 ou même ce niveau des 0,6150, si on a notre ratio de 2 pour 1, on peut y aller. Si on n'a pas le ratio de 2 pour 1, on s'abstient, on va chercher ailleurs. Voilà comment est-ce que procède le trader et non plus l'analyste. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? GBP-USD, ben avec Monsieur Johnson qui est malade, je ne sais pas quelle incidence ça peut avoir, donc on va s'abstenir. Voyons voir si... Alors, bonjour Patrick, dans tous les cas, ce que tu nous expliques pour les devises fonctionne très bien sur les actions également. Absolument Christian, merci beaucoup. Oui, bien sûr, Flo, tu auras l'enregistrement sur YouTube comme toujours. Tu es trop gentil, Patrick, la bonté te perdra. Mais en réalité, j'adore être gentil et je n'ai que de bons retours grâce à ça. Je ne comprends pas pourquoi tu dis parfois que les lignes de l'Ishimoku sont des passoires en range et tu les prends parfois en exemple de SR à l'intérieur d'un range. Alors, c'est un sujet qui a été maintes fois évoqué, Matt, et que j'ai évoqué aussi dans la formation Ishimoku. Je ne sais pas si tu as la formation Ishimoku, mais c'est totalement détaillé et expliqué. C'est-à-dire que oui, les lignes de l'Ishimoku, alors prenons, alors bon, je ne veux pas faire un cours normalement, hein, mais je te l'explique quand même ultra rapidement. Euro-USD, on va se mettre sur du H4.
On va se mettre sur du H4. Si on part du principe qu'ici nous sommes en range à l'intérieur de ce rectangle, tu vois, les prix traversent les lignes de l'Ishimoku comme des passoires, le nuage, etc., etc. Et pourtant, je dis qu'on peut prendre les niveaux intermédiaires à l'intérieur du range pour trader dedans. Parce que ça ne veut pas dire, parce que c'est une question de fractal, d'unité de temps, d'horizon de temps. C'est-à-dire que oui, si tu trades un range de façon traditionnelle, tu prends cet avalement ici en haut, tu vises le bas du rectangle, tu vas t'apercevoir que tranquillement, tout doucement, en entrant dans une tendance, les prix finiront très probablement par aller à l'opposé de ta borne latérale, de ta dérive latérale. Idem ici. Par contre, cela ne veut pas dire que de façon intermédiaire, sur des unités de temps beaucoup plus courtes, nous n'aurons pas des niveaux de support et résistance qui, de manière très courte, très rapide, provoqueront des prises de bénéfices, des achats, des ventes de la part des opérateurs. C'est la raison pour laquelle tu peux constater que bien que les prix ici aient traversé toutes les lignes de l'Ishimoku, il y a eu sur le court terme, il y a bien eu des réactions sur les dites lignes de l'Ishimoku dans un sens et dans l'autre. Ce que nous pouvons donc mettre à profit pour trader sur des unités de temps plus courtes à l'intérieur de ces différents niveaux, comme tu peux le constater ici. On casse ce niveau, regarde, on vient chercher le niveau ici et tu vois bien que là, ce niveau fait résistance, mais il ne fait pas résistance longtemps, il fait résistance 45 minutes. Paf, on va chercher le niveau ici qui fait, on est sur quoi? Du 5 minutes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, pendant une heure, ça fait résistance. Hop, on vient chercher le niveau suivant, on repart. Donc, d'un point de vue fractal, si on sur des unités de temps plus courtes, ces niveaux qui font passoire pour aller d'une borne à l'autre, comme nous venons de le voir, sont des niveaux intermédiaires de support-résistance pour trader entre ces petits niveaux en court terme. Voilà l'explication. Donc je vais passer maintenant au marché des actions. Alors, j'ai pas eu énormément de questions, j'en ai eu quelques-unes toutefois. Si je retrouve mon bout de papier. Alors, moi, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer la différence entre l'investissement de long terme sur les actions et le trading intraday ou swing trading avec effet de levier sur CFD, Forex, futur ou je ne sais quoi. Je l'ai dit en début de webinaire. Donc, ce sont deux choses différentes. Moyenner à la baisse sur des actions dans le cadre d'un investissement de long terme n'a rien à voir avec moyenner à la baisse sur des outils avec effet de levier en intraday ou en swing trading. C'est vraiment deux choses différentes. À partir de ce moment-là, moi, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, je n'ai aucune idée. Je présume que nous allons vivre des moments économiques extrêmement difficiles, qu'une fois que nous serons sortis de la crise du coronavirus, nous allons ouvrir les yeux, ou certains vont ouvrir les yeux collectivement. Nous verrons qu'il va y avoir malheureusement des usines qui auront fait faillite, des gens qui seront au chômage, aux États-Unis, des gens qui ne pourront pas payer leur crédit. Et pour toutes ces raisons, je pense que nous ne sommes vraiment pas à l'abri d'une nouvelle salve de baisse qui pourrait intervenir à un moment ou à un autre. Mais d'un autre côté, je n'ai pas la capacité culturelle et économique suffisante pour savoir si oui ou non l'intervention massive des banques centrales dans l'économie et selon ce qu'ils nous disent, pour le moment, on n'aurait rien vu. Si ce serait nécessaire, ils pourraient encore débloquer quelques milliards de dollars encore supplémentaires ou d'euros pour faire en sorte que rien ne s'écroule, pourra contrecarrer ces mauvaises, ces catastrophiques nouvelles économiques et finalement pourra empêcher une nouvelle chute importante du marché action. Donc la vérité, c'est que je n'en sais rien. Donc comme je n'en sais rien, je fais quoi? Je spécule. Donc ma spéculation sur le marché des actions à long terme est la suivante. Si jamais le marché devait reprendre du poil de la bête ou en tout cas cesser de baisser profondément, je pense que sur certains actifs, il est intéressant actuellement de commencer à acheter quelques actions tout doux, doucement, ça mange pas de pain, d'acheter une dizaine de titres LVMH ou autres, des actions solides, on va en parler, pour pouvoir investir sur du long terme et profiter du moment où finalement, tôt ou tard, un jour, les marchés repartiront pendant de nombreuses années à la hausse, tel que c'est toujours le cas, comme nous pouvons l'observer ici. 2008 crack, ensuite ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et on ne peut plus jamais rentrer dedans. Donc,
il est peut-être intéressant de commencer à s'y mettre. Mais cela sans effet de levier, sans difficulté. Si tu achètes une action LVMH et qu'elle perd 10%, tu perds pas grand-chose finalement. Hein, c'est bon, c'est une boutade, on n'achète pas forcément une action. Donc c'est la raison pour laquelle, si malgré mes achats, ici je les ai indiqués les niveaux d'achat sur le forum, je rachète, donc j'ai pas de stop hein, sur ce type de. C'est vraiment deux choses complètement différentes du trading traditionnel que je pratique sur les outils avec effet de levier. Vraiment deux choses totalement différentes. Même si je dois racheter plus bas, ce ne sont que des investissements. J'achète ici à un prix, j'achète un peu plus bas à un prix, puis encore un peu plus bas à un prix. Puis à un moment donné, même si ça, je n'achète pas beaucoup, donc même si ça descend, je ne perds pas beaucoup. Mais à un moment donné, sur plusieurs années, ça va repartir. Et là, je rattraperai toutes mes pertes et mon investissement sera certainement profitable. En tout cas, telle est mon opinion et ce que je fais. Je ne suis pas du tout en train de conseiller de faire cela. Que ce soit bien clair. Je ne donne pas de conseils en investissement. J'explique ce que je fais. Alors, quel titre j'achète? J'en achète très peu. J'ai acheté LVMH, Air Liquide, Française des Jeux, c'est ce qui a étonné le plus de monde, et j'ai acheté du Danone ce matin. J'achète des actions qui, pour la plupart, suite à mon analyse technique, mais surtout fondamentale, sont soit des sociétés qui ont réussi à se financer ou à se refinancer très facilement sur les marchés, c'est-à-dire que les investisseurs veulent de la dette, par exemple, d'Air Liquide, se battent pour obtenir de la dette Air Liquide. Air Liquide se refinance à des taux très très bas. Nous avons par exemple d'autres sociétés qui ont essayé de se refinancer sur les marchés et à qui on a voulu servir des taux à 14%, 15%. Donc là, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter une société à qui on propose de se financer à des taux à 14%. Cela montre la fragilité du titre de la société. Donc je choisis plutôt ce type de société, je me renseigne sur leur refinancement et leur taux de refinancement. Je tente d'acheter des sociétés aussi qui ont peu d'intervention de l'État, puisqu'il est normal que pour sauver des sociétés qui vont mal, quand l'État investit dedans, propose d'éventuellement nationaliser totalement ou partiellement, ça veut dire que l'État va pouvoir avoir des exigences morales en étant entré dans ces sociétés. Et là, je ne fais pas de morale, moi, mais les investisseurs n'aiment pas lorsque la morale rentre euh, dans le, dans la finance, c'est-à-dire que nous pourrions avoir pour des raisons morales l'État qui nous dit bon ben je vous aide à vous sortir de la crise dans laquelle vous êtes puisque vous n'arrivez pas à vous refinancer sur les marchés ou parce que c'est la cata, mais en échange vous ne versez pas de dividendes pendant tant de temps et ça les investisseurs ne vont pas apprécier. Donc, vous voyez, il y a différents types comme ça de. Et puis ensuite, il y a les fondamentaux de la société elle-même. Air Liquide, pour moi, c'est l'avenir, c'est le futur. Danone, c'est une entreprise, comme je le disais, c'est une boutade parce que ça ne s'arrête pas au yaourt, mais on finira toujours par continuer à manger des yaourts dans le monde entier, en tout cas, je l'espère. En plus, c'est une société qui, euh, fait des efforts économiques, écologiques, fait des efforts de management, etc., est solide. LVMH, j'ai acheté LVMH, là on est sur LVMH, pourquoi? Parce que je ne crois pas que les personnes vont changer et j'aimerais que le monde change, comme tout le monde. J'aimerais qu'à la suite de cette crise, on se dise, oh là là, ça n'a plus aucun intérêt d'acheter un sac Louis Vuitton, puisqu'on peut mourir d'un simple petit virus ou je ne sais quoi, ou l'écologie, nanana, nanana. C'est tellement futile de se balader avec mon sac Louis Vuitton et faire le malin dans les rues de Shanghai. Sauf que je ne crois pas que nous allions changer de la sorte. Et donc, je pense qu'à la sortie de cette crise, il y aura des gens, il y aura des riches qui se seront appauvris, mais il y aura aussi des nouveaux riches qui auront profité de la situation, comme ça a toujours été, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, et qui auront envie de s'acheter du champagne je sais pas quoi, et des sacs Louis Vuitton, et des chaussures je ne sais pas quoi. Et donc, le luxe repartira comme en 40. Donc, je crois dans les titres comme LVMH, Kering, etc. Française des Jeux, pour la même raison. Alors, Française des Jeux, l'État actionnaire, etc., etc. Donc là, c'est en contradiction avec ce que je viens d'expliquer. Mais je crois aussi que nous continuerons, bon, moi je le fais pas, mais je m'inclus, nous continuerons à aller gratter des tac au tac. Les bars tabac seront toujours aux jeux amicaux, on continuera à faire des paris sportifs et donc je ne vois pas pourquoi on ne profiterait pas maintenant de la baisse de Française des Jeux pour se positionner si on ne l'avait pas fait jusqu'à présent. Voilà le type de. Après, j'en oublie plein, hein, Christian, mon
Est-ce que vous m'entendez de nouveau? C'est reparti. Bon, j'ai eu une coupure d'Internet. J'ai vraiment des problèmes d'Internet. Donc, tout s'est coupé, mais c'est en train de repartir. Donc, je ne sais pas jusqu'où vous m'avez entendu. Je parlais d'Airbus. Donc, je disais que selon moi, Airbus va dans le sens inverse de ce que je venais d'expliquer. Encore une fois, ça n'engage que moi. Airbus est un titre magnifique qui a pris une douille pas possible. Et c'est normal, hein. Et à mon avis, ils ne sont pas prêts de s'en remettre. Déjà, ils ont un taux d'endettement phénoménal. Je pense qu'ils n'échapperont pas à l'intervention des États. Donc, à partir du moment où ils vont l'intervention à une partielle nationalisation ou une nationalisation totale, les commandes d'avions se cassent la binette. Des commandes qui étaient en cours des compagnies d'aviation ne pourront pas les payer. Et je crois à long terme, d'un point de vue fondamental, que la majorité des compagnies d'aviation vont subir une catastrophe économique. Pour la plupart, certaines vont être, enfin certaines, pour la plupart, je me contredis, beaucoup d'entre elles vont être nationalisées. Et nationalisées ou pas, lorsqu'elles redécolleront, à mon avis, elles auront d'autres types de préoccupations que d'acheter de nouveaux avions. Donc je ne vois pas à qui Airbus va vendre ces avions dans les mois, les années qui viennent. Donc je ne crois pas que ce soit un titre sur lequel il soit pertinent d'investir pour les années à venir. Je crois qu'Airbus va subir les conséquences de cette crise fortement et pendant de nombreuses années. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je n'achète pas d'Airbus. Je dis bien sur un cadre d'investissement de long terme et non pas pour quelques jours. C'est pareil avec l'automobile. Je vois des personnes qui mettent dans leur portefeuille du Renault, du Peugeot, etc. Bon, l'automobile prend une claque aussi incroyable. Jamais nous n'aurons vu l'industrie automobile dégringoler comme nous la voyons maintenant. Plus personne n'achète de voitures. Lorsque l'on va sortir de cette crise, on aura peut-être envie de s'acheter, les plus riches auront peut-être envie de s'acheter un sac Louis Vuitton, mais la population de laquelle je fais partie, nous aurons certainement autre chose à faire si nous avons de grosses difficultés économiques pour payer nos crédits et autres avec la crise que nous avons à voir, que d'envisager d'acheter une voiture neuve à crédit. Donc, je ne crois pas au rebond de l'industrie automobile, d'autant plus que l'industrie automobile telle que nous la connaissons va totalement être bouleversée technologiquement dans les mois, les années à venir. Donc, acheter du Renault maintenant ne me paraît absolument pas pertinent du tout. Donc maintenant que j'ai fait mon exposition fondamentale, je vous montre donc très rapidement LVMH. LVMH, d'un point de vue purement technique cette fois-ci, ce qui me plaît sur LVMH, c'est la Kijun-sen. Vous voyez cette tendance phénoménale. Nous avons enfin, ça ne s'était pas produit depuis 2018, nous avons enfin, et malheureusement, j'ai envie de dire, pour des raisons terribles que j'aurais aimé éviter, et j'aurais préféré que ça n'arrive pas pour ne pas acheter d'LVMH et que nous n'ayons pas cette maladie. Cela dit, regardez cette baisse phénoménale, regardez ce magnifique ressaut sous la Kijun-sen, avec une Kijun-sen en passe d'être reprise. Je ne sais pas si ça va durer, mais j'ai donc des raisons fondamentales que j'ai exposées et aussi des raisons techniques pour m'être placé sur le titre LVMH. Air Liquide, la même chose. Air Liquide, exactement la même chose. Regardez, Air Liquide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois consécutifs de hausse. Comment voulez-vous rentrer là-dedans? Donc, si on n'entre pas sur Air Liquide maintenant, à mon avis, on n'entre jamais. Je ne dis pas, attention, je ne suis pas en train de donner un conseil en investissement. Peut-être que ça va redégringoler. En tout cas, il y a moyen, selon moi et pour moi, d'envisager de profiter de ce rebond extraordinaire sur la Kijun-sen pour pouvoir entrer en position, d'autant plus que les fondamentaux sont excellents et Air Liquide s'est refinancé sur le marché avec beaucoup de facilité. Danone, alors Danone c'est peut-être un peu différent et c'est plus fondamental. Danone. Alors Danone, je suis sur un mois, donc ici c'est quelque chose aussi qu'on retrouve. Nous avons le twist qui est en train de se former. Nous avons ici probablement la borne du range. Nous avons un ressaut sous la borne du range. J'entre sur Danone. Nous sommes survendus. Danone était un titre qui ne faisait que monter, 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 qui était parfaitement soutenu par cette baisse ici pour me placer à l'achat sur Danone en étant conscient qu'il pourrait y avoir une nouvelle phase de baisse. Mais j'ai déjà expliqué pourquoi je le faisais. Ensuite, j'ai pris j'en ai pas, vous voyez, j'y vais doucement, hein, FDJ, expliqué. FDJ, bon, bah là, on n'a pas d'historique, c'est normal, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Nous sommes près du prix d'introduction.
J'ai acheté à 21 et des poussières. Nous sommes pratiquement sur le prix d'introduction. Je pense qu'à la sortie de cette crise, des lotos et des machins et faire des paris sportifs et ça repartira sur du long terme. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée que d'acheter du Française des Jeux. Après, il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas toutes les faire puisque à partir de la semaine prochaine, comme je vous le webinaire en deux pour pouvoir parler beaucoup plus longtemps des différents types d'investissements ou de trading, hein, mais je vais tenter de répondre aux questions que vous avez posées. Alors AXA, il faudra aller voir les fondamentaux, je ne sais pas où en est AXA d'un point de vue purement fondamental. Alors Christian nous dit, je ne me pose plus toutes ces questions, je fais confiance à l'analyse technique qui me dit d'acheter. Au pire, je vendrai dans 8 jours après avoir pris 25% sur Airbus. Exemple avec Total le mois dernier. Tu as 100% raison, Christian. Mais moi, je me place sur plusieurs années. Donc, je ne veux pas savoir ce qui va se passer dans une semaine. J'achète pour garder les titres pendant de nombreuses années. Mais tu as aussi tout à fait raison. C'est-à-dire que techniquement, tu vois de technique d'acheter de l'Airbus, du Renault ou du Total. Et donc, je comprends très bien que tu puisses te placer à l'achat sur ces titres. Et tu as sans doute totalement raison. Mais c'est deux manières différentes de faire. Sur du plus court terme, je pense même que tu as carrément raison. Mais pour faire du swing trading, je préfère personnellement, je trouve plus rentable et moins cher que de le faire sur les devises indicielles. C'est voilà la raison pour laquelle nous avons cette différence de méthodologie. Donc AXA, alors AXA, sa montée était en dents de scie. Vous voyez, moi je préfère me qui était vraiment que haussier, sauf si les fondamentaux, contrairement à ce que je dis, Airbus est un exemple contraire, et qui offre des possibilités de rachat. Bon, AXA, là, quand je regarde AXA, bon, je vois qu'il est en range permanent, il est sur le support, avec un magnifique avalement. Donc, comme le pratique Christian, j'envisage, je trouve totalement pertinent d'acheter AXA pour du court terme, pour par exemple aller chercher la Kijun-sen ici. Maintenant, si on veut se placer sur un horizon de temps sur des années, il faut par rapport à l'endettement, par rapport aux dividendes, par rapport à l'intervention de l'État. Bon, c'est un assureur, je ne sais pas. Voilà pour AXA. Là, personnellement, tout de suite, je n'ai pas d'infos à aller regarder. Et d'un point de vue technique, je ne suis pas très chaud. Je ne vois pas un titre permabule jusqu'à présent. Que m'a-t-on demandé Kering. Alors, je ne suis pas allé regarder Kering, mais on doit être dans quelque chose d'assez similaire à LVMH. Kering. Voilà, hein, c'est exactement la même chose hein, qu'LVMH. Regardez, là, contrairement à AXA, c'est beaucoup plus d'un point de vue fondamental d'une part, parce que je pense que tout le monde veut du Kering, de la dette Kering. Et regardez, c'est quelque chose de permabule. C'est incroyablement haussier. Et là, nous avons la Kijun, un ressaut phénoménal au-dessus de la Kijun. On clôture au-dessus, ça me paraît. Voilà la différence, comment mon analyse technique est différente entre les raisons pour lesquelles ça m'intéresse beaucoup plus Kering qu'AXA, par exemple, sur des points de vue purement techniques. Et si à cela on ajoute les fondamentaux. Alors voilà pour Kering. Ensuite, qu'est-ce que l'on m'a demandé Sanofi. Alors Sanofi, ça doit pas être mal. Sanofi, c'est quoi? C'est Doliprane. Sanofi sur un mois. Alors j'ai l'internet qui. Alors c'est haussier, c'est en dents de scie, c'est en range. Les prix avaient cassé la borne haute du range. Là, on est sur un truc totalement en dehors technique, hein, c'est-à-dire que regardez, les prix ont cassé la borne de haute du range, retracent sur la Kijun, ce qui est très souvent le cas lorsque l'on casse un range, que ce soit sur du 5 minutes, du 15 minutes ou sur du mensuel, que ce soit sur les actions, que ce soit sur le forex ou les futurs. Si à la fin du mois, la résistance des 83,6 est cassée, je ne trouverais pas idiot de se placer sur Sanofi. Après, c'est pas l'action la moins chère hein, par rapport à où on
bon, il y a peut-être des achats à faire sur des actions à plus bas prix. C'est-à-dire qu'avec une possibilité de long terme plus intéressante. Mais ça n'est pas inintéressant. En tout cas, il n'y a pas de raison de vendre Sanofi. Il n'y a pas de raison de s'en débarrasser. Alors, Roland, Eurobio scientifique. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'Eurobio scientifique. Je n'ai pas eu le temps, Eurobio, d'aller regarder. Est-ce que ça serait une biotech? Alors, Eurobio scientifique en un mois. Ah, ça, je ne sais pas, vous allez me le dire. Sanofi, la chloroquine aussi, oui. Biotech. Alors, c'est une biotech. Alors, les biotech, elles étaient malmenées avant la crise, et c'est normal qu'elles maintenant, puisqu'elles recherchent. Alors, est-ce qu'ils ont moi, les biotech, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Je trouve que c'est trop fragile. Là, de toute façon, maintenant, c'est trop tard pour acheter. On va pas acheter un truc totalement suracheté. Là, nous avons, ça, c'est un round, si vous préférez, un creux en poêle à frire. C'est plus poétique. Nous avons ici une résistance à 16, la résistance à la ligne de coup de cette en poêle à frire. Il faudrait casser les 17, qu'il y ait un repli et repartir. Mais là, maintenant, si tu achetais tout en bas, pourquoi pas, mais acheter maintenant, ça me paraît trop tardif, quoi. C'est totalement suracheté. Puis alors, les fondamentaux des biotech, à moins que ce soit eux qui trouvent le vaccin du futur ou de je ne sais quelle maladie, hein. Et pour finir, nous avons Sandro qui nous demande une analyse du Bitcoin. Alors ça, il y a longtemps que je ne suis pas allé voir le Bitcoin. Qu'est-ce qui devient le Bitcoin dans cette sur le Bitcoin, c'est que nous avions tous nos tracés. Ben, ça n'a pas bougé, hein. Enfin, ça n'a pas bougé. Évidemment que si, ça a bougé, mais les niveaux techniques sont toujours les mêmes. C'est pas très compliqué. Nous avons toujours notre dérive latérale. Alors, on va faire comme ça. Le plus haut historique, le plus bas, notre dérive latérale. Et à l'intérieur de cette grande boîte, nous avons une boîte intermédiaire. Les niveaux techniques sont respectés à la perfection. À quelques points près ici, oui. C'est normal parce que ça, c'est un. Oui, on parlait d'un rounding bottom, d'un creux en poil à frire. On en a un autre ici avec la ligne de coup qui est juste en dessous. On va la tracer. Rebondit les prix. À mon avis, ici, ce n'est qu'un rebond pour repartir très probablement d'un point de vue technique, hein, chercher la borne basse de cette dérive latérale. Une fois que cette dérive latérale cassera par le bas, on repartira chercher les plus bas. Si elle casse par le haut, il y a à faire ici, hein, d'où l'intérêt d'attendre les clôtures et d'où l'intérêt d'utiliser les mèches pour vendre, hein. Vous voyez, ce doji était totalement vendeur, cet avalement était totalement vendeur et nous avons 3 fois l'opportunité de vendre pour aller chercher le bas. Ça, c'était magnifique ici. Jour, il n'y a plus de mèche et qu'on parvient à casser ces niveaux. Nous avons des niveaux intermédiaires ici, pic de Tenkan, pic de SSA et le haut de la dérive latérale. Et je crois me souvenir que sur le Bitcoin, le graphique mensuel offre aussi des repères fabuleux. C'est-à-dire que nous avons nos ranges intermédiaires. Toutes les lignes de l'Ishimoku sont des niveaux de support résistance de l'Ishimoku sur le mensuel intermédiaire d'excellente. Donc nous allons aller vérifier ça maintenant, par exemple, sur un graphique 4 heures, si mon Internet le permet. Voilà. Pour vérifier, après on ajuste. Voilà. Tous les niveaux, regardez, tous les niveaux du mensuel. Bon, ici, ici, ici. Et là, on peut tracer les niveaux intermédiaires, par exemple, et on a tous les niveaux pour pouvoir trader à plus court terme sur le Bitcoin. Ça marche très très bien, tous les tracés du mensuel et tous les tracés de l'hebdomadaire. On va rajouter les tracés du graphique hebdomadaire. Bon, je ne les fais pas tous, mais voilà. Et là maintenant, on rebascule sur le H4 pour pouvoir terminer notre démonstration, puisqu'il ne suffit pas de dire les choses, il faut aussi les montrer. Regardez comme c'est impressionnant.
Regardez, ici et maintenant, les prix sont freinés par un tracé que je viens de faire en hebdomadaire. Regardez. C'est très impressionnant. Donc voilà comment aussi est-ce que l'on peut utiliser l'Ishimoku. Et puis ici, vous pouvez rajouter les tracés de l'unité de temps sur laquelle vous vous trouvez. Résistance des prix, Kijun-sen, SSB, support des prix, et puis vous avez tous vos tracés pour aller trader cet actif sur le 15 minutes, sur le H1, sur le H4, en fonction de vos préférences. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Veuillez m'excuser, cette revue de marché a été très longue. Je vois que certains d'entre vous sont déjà partis. Alors oui, NEON, je finirai là-dessus, puisque tu me l'avais déjà demandé. Alors, NEON, alors, je ne sais pas ce que c'est NEON. Attends, je l'ai noté. NEON, c'est quoi? Ça a un rapport avec le pétrole, hein? Non? Qu'est-ce que c'est NEON? Est-ce que tu veux des énergies renouvelables? Ah oui, alors les énergies renouvelables, j'ai pas eu le temps, mais je vous propose aussi de regarder Voltalia en énergie véolienne. C'est pas mal, Voltalia. Il y a des choses à faire parce que c'est l'avenir, les énergies renouvelables. Et puis en plus, c'est plutôt éthique comme type d'action. NEON. Alors, NEON, on va commencer sur du mensuel. Bon, on n'a pas assez d'historique. On va se mettre sur hebdomadaire. Alors, NEON, c'est pas mal, hein, NEON. Ils font quoi? C'est de l'infrastructure pour. On a ici une belle ligne de tendance. Oui, j'avais oublié de te répondre. NEON, c'est tout à fait intéressant. Il revient tester ici après avoir cassé, c'est plus haut, c'est dans une tendance parfaitement haussière. Il revient chercher sa ligne de tendance ici, il casse la Kijun-sen, il est un peu embêté par la Tenkan-sen. C'est peut-être une opportunité d'acheter du NEON. En tout cas, il faudrait regarder les fondamentaux, hein, ce que nous racontent les sites spécialisés. Mais j'avais vu ça et effectivement, c'est pas mal. Et nous avons aussi Voltalia dans quelque chose d'assez similaire, hein, à la douille, là, suite au crack. Et puis finalement, ça repart, ça reprend la Kijun dans le sens de la tendance, après avoir rebondi parfaitement sur l'ancienne borne haute de la dérive latérale. Donc NEON, Voltalia me semblent aussi des titres intéressants. Il y a aussi McAfee, nous dit Christian, en hydrogène. Donc je regarderai, on fera beaucoup plus long la prochaine fois en divisant les deux revues de marché. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Elle était assez technique et fondamentale aussi. De toute façon, la technique, comme dit Christian, qu'elle soit utilisée sur le Forex, les futurs, le Bitcoin ou sur les actions, elle marche de la même manière. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie beaucoup de votre gentillesse, de votre participation. N'hésitez pas à aller poster sur le forum toutes vos analyses, vos questions. Merci à Anthony, Don Tony, euh, Triad, Landry pour votre présence magnifique sur le forum. Vous êtes vraiment géniaux et je vous en remercie. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Bye bye.